Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'école du futur. Au programme aujourd'hui, sa chaîne YouTube fait autorité en matière de vulgarisation historique. Le Moyen-Âge ou l'Égypte antique revue et corrigée, c'est avec l'influenceur Nota Bene et c'est à suivre. Celui qui a une idée derrière la tech aujourd'hui, c'est Gaël Musquet. Gaël, notre hacker éthique qui va forcément nous entraîner dans une aventure extraordinaire. Et puis notre question du jour, tiens, do you speak English? Si vous ne comprenez pas ma question, c'est que vous avez forcément besoin des solutions et des trucs et astuces de nos écoles et de nos applications du jour, car l'apprentissage des langues vivantes, au sein justement de cet apprentissage, l'anglais se taille toujours la part du lion. Que les défenseurs de la francophonie se rassurent, on ne va pas sous-titrer du tout cet épisode de l'école du futur, mais la langue de Shakespeare est devenue un des fondamentaux pour l'insertion dans le monde scolaire et professionnel, mais pas que. Pour en parler justement, Nathaniel Wright, vous êtes le président fondateur du réseau Wall Street English en France, et en duplex avec nous Julie Boucon, cofondatrice de Oli, l'application pour l'apprentissage, le voyage linguistique des 3 à 12 ans. Mais d'abord évidemment, focus. La vérité sur Robin des Bois ou pourquoi le Sphinx a perdu son nez. Je suis sûre que vous vous posez la question, ça tombe bien parce que si vous n'avez jamais osé demander la réponse, vous pouvez le faire au youtubeur Nota Bene, un prof d'histoire, pas comme les autres, dont Édouard de Nouveau nous conte le portrait. Quoi de mieux que l'histoire pour nous faire voyager à travers le temps? C'est ce que Benjamin Briot, célèbre youtubeur, nous propose de faire à travers ses vidéos qui cartonnent sur les réseaux sociaux. En 2014, il crée la chaîne YouTube Nota Bene dédiée entièrement à l'histoire, mais pas n'importe laquelle, l'histoire avec un grand H. De Napoléon aux séries télévisées, en passant par l'origine du marteau de Thor, Nota Bene passe d'histoire mythologique à histoire contemporaine. Et il nous immerge dans l'histoire des sociétés sous toutes ses formes. Aujourd'hui, je suis à Paris, à l'hôtel de la Marine, sur la place de la Concorde. Et l'hôtel de la Marine, c'est pas vraiment un hôtel où on passe la nuit, pas du tout même. C'est un bâtiment qui a été construit il y a 250 ans sous le règne de Louis XV et qui a vu passer beaucoup de choses. Du vol des joyaux de la couronne durant la Révolution à l'occupation durant la Seconde Guerre mondiale, en passant par les personnages assez charismatiques qui l'ont dirigé. On va revenir ensemble sur l'histoire assez mémorable de l'hôtel de la Marine qui a rouvert en juin 2021 après 4 ans de travaux et de rénovation. Grâce au succès de sa centaine de vidéos, Nota Bene est désormais suivi par plus de 2 millions de followers sur YouTube et Facebook et il s'impose comme la chaîne numéro 1 de vulgarisation historique. À l'origine, créées pour tout le monde, ces vidéos ont un énorme succès chez les jeunes de 15 à 35 ans. Ces 2 dernières années de crise sanitaire ont eu un effet positif pour Nota Bene, puisque sa chaîne a connu un énorme boom. Vous l'aurez compris, ce youtubeur arrive à nous donner goût à l'histoire grâce à son ton à la fois ludique et passionnant. Les influenceurs de l'école du futur qui justement vous donnent toujours de bons conseils sur l'histoire, sur la philosophie ou encore sur les sciences. Nathaniel Wright, tiens, par exemple, vous auriez aimé avoir un prof d'histoire comme Nota Bene? Absolument. Et un prof d'anglais, vous n'en avez pas eu besoin? Là, j'ai pas eu besoin, non. Justement, on va y revenir parce que c'est l'objet de notre question du jour. Comment réconcilier les Français avec l'apprentissage des langues vivantes et surtout l'anglais? Est-ce que c'est un cliché? On va voir, tiens. Oui, parce qu'entre les Français et l'apprentissage de l'anglais, il est coutume de dire que ce n'est pas vraiment toujours une love story. Et pourtant, la maîtrise d'une langue vivante est un puissant vecteur d'insertion sociale et professionnelle. Alors, est-ce que c'est devenu un poncif? On l'espère, en effet. Est-ce qu'il faut encore faire beaucoup d'efforts de pédagogie en la matière? Nathaniel Wright, vous êtes le président fondateur du réseau Wall Street English en France. Comment est-ce que ça se passe aujourd'hui pour vous? Quand vos apprenantes viennent vous dire au secours, il faut remonter absolument ma compréhension de l'anglais, vous vous dites que le pari peut être gagné pour les Français? Alors, il peut absolument être gagné, puisqu'on a même des personnes de 65 ans que nous formons et qui apprennent. Donc, tous les stéréotypes autour de l'âge, au bout de 40 ans, 50 ans, 60 ans, on ne pourrait plus apprendre. Du moins, nous constatons que c'est absolument faux. C'est une histoire de pratique. Vous avez une invitée qui va parler des enfants. Donc c'est un mix un peu différent avec les enfants, mais au niveau des adultes, on peut apprendre vraiment à tout moment. Il suffit d'apprendre de la bonne manière. Absolument, et on va voir de quelle manière justement on en parle chez Wall Street English. Julie Boucon, vous êtes la cofondatrice de Oli,
Oli, justement, on a eu le plaisir de vous recevoir il y a quelques semaines pour parler de l'EdTech, justement, et de cet incroyable marché en France et à l'étranger. Mais aujourd'hui, on se concentre sur votre application. Les Français et l'anglais, on peut réussir à les réconcilier, même tout petits? Alors, encore plus facilement dès le plus jeune âge, puisque les enfants disposent de certaines prédispositions à l'apprentissage des langues. Comme le disait le fondateur de Wall Street, en effet, on peut apprendre à tout âge. Simplement, les enfants, eux, ont cette facilité naturelle de le faire dès le plus jeune âge. Et on va y revenir justement avec la méthode que vous avez mise au point pour votre application, une méthode scientifique et neuroscientifique qui s'appuie notamment sur des experts du langage. Mais d'abord, Nathanaël, vous êtes donc le président fondateur de Wall Street English en France. C'est une des marques les plus connues de la formation aux langues vivantes, notamment en anglais, leader de son secteur. Je crois que chaque année, vous formez 25 000 Français dans l'une de vos 70 écoles. C'est quoi la méthode, le secret Wall Street English? Alors, fondamentalement, le concept de Wall Street English repose sur une impossibilité qu'a eu le fondateur, qui était italien, à prendre un cours d'anglais avec des horaires relativement flexibles et un cours cohérent. Et c'était en 1972. Et donc, on lui avait proposé à l'époque de prendre un cours classique, un cours de groupe de 6h à 8h le soir, tous les lundis, pendant 6 mois. Et là, il a dit, moi, je ne peux pas. Moi, je travaille, je ne peux pas venir tous les 6 mois, donc j'ai besoin d'une méthode souple qui me permette de venir en fonction de mes horaires et de m'entraîner au rythme que je veux et quand je veux. Donc fondamentalement, Wall Street, ça repose là-dessus. Après, il y a une méthode pédagogique derrière qui est très structurée et qui, contrairement à énormément de nos confrères, schématiquement, vous donne un accès à un cours avec professeur en tout petit groupe, mais uniquement si vous avez préparé le cours. C'est-à-dire qu'il y a un programme très précis à suivre, et si jamais vous n'avez pas fait votre préparation, vous pouvez toujours courir pour rentrer en cours avec le professeur. Dis donc, vous êtes dur avec vos apprenants et vos apprenantes. C'est comme ça qu'on apprend. Dura-lex, sed lex. J'ai même envie de parler tout simplement en latin, pas une langue vivante, donc, mais c'est pas grave. Vous dites aussi que, oui, l'anglais, c'est évidemment un facteur sine qua non d'insertion professionnelle, mais que surtout, apprendre l'anglais, ça n'exige aucun diplôme. Moi, je suis anglais, donc je peux me permettre de vous dire que le plus idiot des Anglais parle l'anglais. D'accord? Donc, on n'a pas besoin, ce qu'on veut dire par là, c'est qu'on n'a pas besoin d'un bac plus 2, d'un bac plus 3, d'un bac plus 5 pour apprendre l'anglais, contrairement à beaucoup d'autres formations. Donc, les langues, mais également, assez étonnamment, le codage, par exemple, qu'on ne nous apprend pas à l'école, permettent à des personnes sans qualification de commencer une formation au même niveau que quelqu'un qui aurait un bac plus 5. Alors, bien entendu, on nous dira, oui, celui qui a le bac plus 5, il a l'esprit plus structuré, etc. À voir, parce que nous, on constate que monsieur lambda, qui n'a jamais fait d'études, qui n'a jamais fait d'anglais, il se met à l'anglais et puis il apprend. Et je pense que ce qui est intéressant dans la méthode de Wall Street English que vous décriviez là, c'est aussi que le driver le plus important de l'apprentissage de la langue, c'est l'envie. Plus on va être proactif, plus on va préparer son cours, et du coup on va pouvoir courir pour rentrer en salle de cours quand même avec son tuteur et son prof. Plus on a envie, plus on est proactif dans cette méthodologie, mieux l'apprentissage se fera. Oui, en fait, il faut qu'à tous les jalons, en gros toutes les demi-heures, on vous dise que c'est bien. Souvenez-vous, à l'école, à l'éducation nationale, dès qu'on ouvrait la bouche, on nous disait que c'était pas bien, qu'on parlait mal, etc. Donc au bout de 2-3 fois, on a compris, on se met au fond de la classe, on parle plus, et comme ça, au moins, on n'est pas jugé. La méthode Wall Street a une approche beaucoup plus anglo-saxonne, beaucoup plus américaine, où on apprend par l'échec, en fait. Et aucun enfant, on va en parler tout à l'heure, aucun enfant se met à parler le français, sa langue maternelle, sans faire des erreurs. Sauf que l'erreur, quand elle est faite, le parent, au lieu de dire « c'est pas bien, tais-toi », lui dit « c'est super, continue, c'est presque ça ». Et c'est ça qu'il faut. Il faut encourager le stagiaire, lui montrer qu'il est en train de progresser. Et franchement, en langue, on progresse vite.
Ouais, à encourager, c'est peut-être aussi ce qui définit le mieux l'initiative que vous venez de lancer aux côtés de Un jeune, une solution. C'est la plateforme gouvernementale qui a été lancée il y a quelques mois par le ministère du Travail, notamment un dispositif d'aide à l'emploi pour les 18-30 ans. Votre idée à vous, c'est de proposer des tests d'anglais gratuits pour pouvoir orienter ces jeunes sur leur futur parcours professionnel. Comment ça se passe en pratique ? Eh bien, c'est très simple. Vous allez sur le site Un jeune, une solution, qui, soit dit dans un, est un site remarquable du gouvernement. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait ce genre de travail pour les jeunes. Vous allez sur la page Europe, parce que forcément, ils nous ont mis sur la page Europe, parce que c'est international, c'est un peu logique. Et là, il y a notre test. Il suffit de cliquer dessus et vous arrivez directement sur notre test d'anglais. Vous le passez, c'est un vrai test, ça peut durer jusqu'à 25 minutes, donc ce n'est pas un test en 10 questions. Et on vous donne sur votre téléphone portable, sur votre ordinateur, directement le résultat du test qui est adossé à une échelle, alors ça c'est un peu technique, une échelle européenne qui s'appelle le CFR, ou l'échelle plus connue du TOEIC, dont nous sommes partenaires, et avec lequel ça vous permet dès le départ, avant de commencer une formation, de vous dire, j'en suis à peu près là. D'accord ? Maintenant, si vous voulez une certification réelle et haute, vous viendrez chez nous, mais on vous fera passer le test TOEIC, l'officiel, puisqu'il y a des notions de contrôle d'identité, etc., qui font que vous avez un véritable certificat derrière. Mais ça permet en tout cas de pouvoir se situer, cerner aussi ses besoins d'apprentissage. Ça veut dire quoi ? Que le niveau de langue, c'est devenu une priorité pour pouvoir justement aller décrocher son prochain challenge professionnel ? Au niveau de décrocher son prochain challenge professionnel, donc ça veut dire une phase de recrutement, c'est une évidence. Même les jobs pour lesquels il n'y a pas besoin d'anglais, on vous demande votre niveau d'anglais. Donc ce qui est relativement intéressant, en revanche, c'est que souvent on vous demande votre niveau d'anglais et la personne qui vous le demande ne parle pas anglais. Mais donc c'est imaginez un gérant de café qui veut recruter un serveur. On peut se dire qu'il est assez logique qu'un serveur parle quelques mots d'anglais pour les touristes qui viennent sur le café, parce que ce gérant, en général, ne parle pas anglais. Donc, on est dans un monde un peu étonnant où le recruteur demande un niveau qu'il n'a pas lui-même, mais il va vous demander ce niveau d'anglais. French paradox it is. Je ne vais pas lui demander son niveau d'anglais, tiens, Julie Boucon, parce que je suis certain qu'il est excellent. Julie, Oleols, c'est l'application que vous avez lancée en 2015. C'est un véritable bain linguistique pour les 3-12 ans. Elle est utilisée aujourd'hui par près de 250 000 enfants, si mes comptes sont bons. Au départ de cette aventure, il y a un besoin très concret. Votre sœur elle-même rentrait d'une expatriation à Shanghai et là, elle cherche une solution pour le coup pour pouvoir maintenir le niveau d'anglais de ses enfants et elle ne la trouve pas. Alors c'est tout à fait ça, donc c'est arrivé de son expérience et on a étudié le marché justement pour trouver des solutions. On s'est rendu compte qu'il y avait un trou dans la raquette et c'est là qu'on s'est dit on va s'entourer de professeurs et chercheurs linguistes pour inventer notre propre méthode pédagogique. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a ouvert une école qui a été notre laboratoire d'expérience pendant 3 ans. On a pu tester notre méthode pédagogique sur 200 enfants donc, dans notre école. Et ça nous a permis justement de pouvoir proposer une méthode pédagogique qui soit adaptée aux 9 classes d'âge auxquelles on s'adresse aujourd'hui, à savoir les enfants de 9 à 12 ans. Oui, parce que c'est en effet un éventail d'âge extrêmement large. Comment est-ce qu'on arrive à bien cibler le bon apprentissage, la bonne brique pédagogique de l'oral, de l'écrit, le développement aussi de l'oreille, de l'écoute, en fonction de ces âges différents auxquels vous vous adressez ? Alors, évidemment, on ne propose pas les mêmes exercices aux enfants de 3 à 12 ans. En revanche, ce qui est toujours la même chose, c'est la méthode pédagogique qui va permettre aux enfants, en 7 étapes structurées, d'apprendre 3 mots ou 3 phrases. On sollicitera donc évidemment la compréhension, mais on va favoriser aussi la répétition. Nathanaël parlait notamment du fait qu'un des gros mâles français, c'est le fait de ne pas favoriser l'apprentissage par l'oral et de ne pas encourager les enfants à la prise de parole. Donc là, nous, on va vraiment travailler sur la posture des enfants et des élèves en leur permettant de pouvoir s'entraîner seuls à la prononciation et dans leur confiance à pouvoir parler une langue étrangère.
Ensuite, donc, dans ces 7 étapes, les enfants vont manipuler. Il y a aussi l'attrait de l'outil numérique, qui est une façon de s'amuser en apprenant, qui va être une vraie clé de succès et un vrai différenciant en termes d'apprentissage pour arriver à motiver les élèves en classe et les enfants à la maison. Et ça, c'est important. Je me retourne vers Nathanaël, justement, qui vous écoutait attentivement. Julie, encore une fois, on revient sur ce driver de départ, l'envie d'apprendre cette langue, de la partager, de pouvoir s'exprimer, partager des histoires aussi pour les enfants auxquels Julie s'adresse. C'est ça la clé. C'est, encore une fois, plus on va avoir envie d'apprendre, mieux on va le faire. Oui, absolument. Il faut être motivé pour apprendre une langue. Il faut trouver les moyens, comme je le disais, d'entertain les gens, de les faire s'amuser, mine de rien. Parce que, un peu moins pour un enfant, mais pour un adulte, apprendre une langue, et contrairement à ce qu'on entend parfois, et surtout dit par des personnes qui ne parlent pas cette même langue, apprendre une langue, c'est difficile. Ça prend du temps. On n'apprend pas une langue en 3 jours, en 1 semaine, en 3 semaines. C'est faux. Donc, c'est une formation pour les adultes longue qui va durer 3-4 heures par semaine sur 1 an. Vous avez peut-être fait des entraînements de jogging où vous partez avec plein de bonnes résolutions et la première semaine, vous faites 3 sorties sur la première semaine et au bout de 3 mois, vous n'en faites plus. C'est exactement le même process. On est dans une motivation au départ et puis après, ça se dilue dans le temps. Et donc, il faut avoir du personnel qui est là pour remotiver les stagiaires régulièrement. Vous l'avez bien compris, la préparation de nos cours donc, se fait sur iPhone ou ordinateur et autres. Donc, il y a une partie qui est en multimédia. Si vous laissez faire cette partie en multimédia, comme le fait Julie avec son site, seul, mais sans rajouter des appels des pédagogues derrière pour remotiver les personnes, au bout d'un moment, le stagiaire, âgé ou pas âgé, s'arrête. Bon, la motivation, c'est comme l'amour, je vous entends. Ça s'entretient quand même de temps en temps. Julie, Olieol est disponible en France, mais si je ne m'abuse, c'est aussi disponible en Allemagne, dans des pays hispanophones aussi, entre autres. Et puis, vous allez ouvrir aussi à d'autres langues très bientôt disponibles sur l'application, hors l'anglais. Est-ce que vous vous êtes confronté aux mêmes problématiques d'apprentissage des langues étrangères dans les pays dans lesquels vous êtes implanté? En gros, est-ce qu'il a fallu faire, comme en France, de l'évangélisation pour pouvoir mieux proposer la méthode Olieol? Alors, en effet, Olieol donc est disponible maintenant dans de nombreux pays. Ce qu'on a pu observer, c'est que c'est vraiment, il y a vraiment une conscience collective de l'intérêt pour les jeunes de maîtriser cette langue, puisque ça reste la langue du business la plus parlée au monde. Donc, on va dire les premières expérimentations que l'on a faites dans nos pays voisins confirment le fait qu'il y a une réelle appétence, même si dans les classements, certains pays peuvent paraître meilleurs que nous dans l'apprentissage de l'anglais. Malgré tout, on voit que tout le monde a cette conscience qu'il faut demain maîtriser l'anglais. Maîtriser l'anglais et, je le disais, d'autres langues qui arrivent sur l'application pour la fin du printemps et le début de l'été, le mandarin notamment si je ne m'abuse, et puis l'espagnol. Là aussi, vous allez avoir la même approche pédagogique, quelle que soit la langue, ou est-ce que ça demande justement un peu de différenciation dans le parcours de ces enfants pour s'approprier des langues forcément très différentes? Alors, on va rester exactement sur la même méthode pédagogique. Et d'ailleurs, ça va être une façon assez innovante d'aborder le chinois, puisque aujourd'hui, c'est vrai que c'est une langue qui peut effrayer, notamment quand on l'aborde lorsqu'on est adulte, avec, je dirais, toute la partie écriture qui est très, très éloignée de notre langue. Donc c'est vrai que voilà, on va rester sur notre méthode pédagogique qui va favoriser l'apprentissage par l'oral en mettant de côté l'écrit. Et puis ça va être une façon assez innovante de profiter justement de ces capacités de compréhension qui sont vraiment innées chez les enfants, à pouvoir justement mieux percevoir les sons et mieux restituer donc les sons de la langue chinoise. L'apprentissage des langues vivantes, on continue à en parler évidemment avec Nathanaël et avec Julie, nos invités du jour. Comment l'école peut mieux accompagner justement les élèves dans l'apprentissage de ces langues qui sont de véritables clés
pour l'insertion professionnelle et scolaire. On continue dans un instant, mais d'abord, on fait un tour du côté de la planète tech. Cheryl Jessica Isenge a rassemblé pour nous des images, des vidéos qui vont forcément vous étonner. Always on the same page. I really thought that me and Shorty worked one day. She caught me down and put it with another lady. Other girl, shit, well, she's from HB. I think her name was Daisy. Stacy used to love graffiti, so we always went painting. We would get it on, and she wrote me like she ate. Retour sur le plateau de l'École du Futur, en version originale s'il vous plaît, parce qu'aujourd'hui on parle justement de l'apprentissage des langues vivantes et surtout de l'anglais, comment mieux les maîtriser avec des solutions de l'EdTech, des applications et puis des méthodes pédagogiques qui ne changent pas parce qu'on ne change pas. Tiens, une bonne méthode qui gagne. Nathaniel Wright, vous êtes le fondateur et président de Wall Street English en France, notamment pour son réseau de 70 écoles dans l'Hexagone. Julie Boucon, cofondatrice de Oli, cette application qui est un véritable bain linguistique pour les 3-12 ans. Quelle langue vivante d'ailleurs, tiens, pour l'École du Futur, on ouvre notre deuxième partie de discussion. Alors, la question qu'on se pose tous, en effet, est-ce que c'est désormais un cliché de dire que les Français et l'anglais, la langue anglaise en tout cas, ne font pas toujours bon ménage? Comment est-ce que l'école peut mieux accompagner justement ses élèves dans l'apprentissage des langues vivantes? Selon une étude, et je peux vous dire que j'en ai cherché quand même des études un peu partout en ligne, l'étude qui fait référence en la matière, c'est celle sur les langues et l'employabilité. Elle est datée de 2015 et elle nous informe que 50% des Français eux-mêmes affirment ne pas maîtriser une langue étrangère. Il y a une autre étude qui fait aussi référence en la matière. Elle date de 2017, celle-ci, et elle montre de façon très précise quels sont les points de lacune pour les écoliers et l'apprentissage de l'anglais. Par exemple, près de 75% des collégiens ne sont pas capables de produire un niveau d'anglais globalement correct, et ils sont 73% en espagnol, 62% en allemand, et pourtant, depuis 2019, l'éducation nationale a fait des efforts, puisqu'aujourd'hui, la France fait désormais partie des 3 pays européens où la durée de l'apprentissage des langues est la plus importante, plus de 1000 heures cumulées à l'école et au collège. Nathanaël, pourquoi est-ce qu'on est encore dans un tel paradoxe? Je ne vais pas vous refaire la blague du French Paradox, j'aurais pu ensuite dire.
L'école est prise au piège, à son propre piège. Claude Allègre, à l'époque, parlait du mammouth. C'est un peu ça. Il y a un concept qui est qu'on est dans une classe d'âge et pas de niveau. Et donc, on est tous ensemble, et éventuellement séparés en deux. Mais si vous prenez, par exemple, une classe de 30 personnes, ce qui est quand même relativement fréquent, vous faites 90 heures d'anglais par an, divisé par 30 personnes, ça fait 3 heures par personne. Le prof parle au moins la moitié du temps, ça fait 1h30 d'oral maximum, puisqu'il y a de la grammaire et autres, donc 1h30 d'oral maximum par élève par an. Bon, Julie vous le confirmera, on apprend l'anglais en parlant. Et donc, si vous faites 1h30 par an, vous ne parlez pas anglais à la fin. Ouais, c'est pas suffisant, en effet. Julie, ce paradoxe, encore une fois, de l'éducation nationale française dans l'apprentissage des langues, vous le relevez tous les jours. Oui, depuis 2019, on essaie de faire des efforts, de mettre plus d'heures de langue à l'école, au collège, mais pour l'instant, ça ne porte pas ses fruits, visiblement. Alors, tout à fait. Depuis 2015, les professeurs des écoles ont l'obligation de dispenser 2 fois 45 minutes d'anglais par semaine. Le problème, c'est qu'ils ne maîtrisent pas eux-mêmes l'anglais et n'ont pas de méthode commune d'apprentissage. Donc, étant donné que l'école reste le seul socle d'égalité des chances, malheureusement, tant qu'on ne considérera pas l'anglais comme une matière fondamentale comme les maths et le français, on n'arrivera pas à dispenser de façon homogène l'anglais partout en France. Et comme le disait Nathanaël, le problème, c'est que les enfants arrivent au collège, ils sont enfin entre les mains de spécialistes de l'anglais, mais on considère que tout ce qu'ils ont fait avant ne sert à rien, donc on repart de zéro. Et ils seront dans des classes relativement nombreuses, ce qui ne leur permettra pas, en fait, justement, de travailler l'oral. Et c'est comme ça qu'on doit apprendre une langue. Et pourtant, parfois, il peut y avoir des exceptions. Je peux vous raconter ma vie ici, quand même, ni mon parcours scolaire, mais il se trouve que j'ai quand même appris, moi, l'anglais dès 7 ans. Et la chance que j'ai eue à l'école primaire, c'est d'avoir finalement des enseignants et des enseignantes d'anglais anglophones eux-mêmes, avec des accents irlandais, australiens, britanniques, américains, mais qui m'ont aussi permis de forger finalement mon écoute aux accents différents et peut-être du coup, dès 6 ans, dès 6-7 ans, à avoir ce virus des langues étrangères qui pouvait s'installer. Et ensuite, je continue mon parcours pédagogique, je me fais plaisir tout seul, j'ai aussi pu intégrer une section internationale au collège et au lycée, ce qui fait que parfois, il y a des exceptions quand même. L'éducation nationale peut réussir à favoriser cette utilisation de l'anglais qui devient vraiment un second réflexe, Nathanaël. Alors, il y a des solutions. La seule chose, c'est qu'on a un mammouth en face de nous qui ne veut pas les mettre en place. On pourrait imaginer, mais c'est vrai pour tous les cours. C'est pour ça que je dis que c'est le mammouth, c'est la structure. On pourrait imaginer qu'à telle heure, dans un collège, tout le monde a cours d'anglais. Et que donc, au lieu d'être réunis en groupe d'âge, on soit réunis en groupe de niveau. Tout le monde se répartit dans des cours d'anglais. Oui, mais quelle que soit finalement la classe qu'on atteint, on peut être en seconde, on peut être en première. Si on a finalement le même niveau d'apprentissage, on peut avoir ce cours, cette conversation. C'est vrai pour les maths également. D'accord ? L'éducation nationale ne veut pas en entendre parler. L'éducation nationale, le dogme, c'est on est en classe d'âge. Et donc, on passe de la 6e, la 5e, la 4e, et on ne mélange pas. D'accord ? On pourrait imaginer également d'avoir, comme chez nous, comme chez Julie, un recours beaucoup plus fréquent à de l'online, du multimédia, où le cours serait préparé et où on pourrait valider que le cours est préparé. Ça n'a pas lieu non plus. Aujourd'hui, Julie le disait également, on est quand même sur des aberrations où moi, mes enfants ont pris des cours d'anglais chez Oxford English, non ? En primaire. Et j'avais une de mes gamines qui revenait et qui me disait « Non, papa, c'est pas comme ça qu'on prononce, la maîtresse, elle a dit ça. » Or, la maîtresse ne parlait pas anglais. Donc, on part d'un principe que, puisqu'elle enseigne l'histoire, les maths, etc., eh ben, elle peut enseigner l'anglais également. On comprend assez facilement que ce n'est pas exactement la même chose. Oui, donc il faut vraiment réintroduire aussi des spécialités, des experts de l'apprentissage des langues, parce qu'on le voit bien, c'est fondamental. Et vous proposez des solutions. Julie, là aussi, il y a d'autres solutions peut-être à envisager. Je sais notamment que Oli Oli est disponible sur une version pour les enseignants et les enseignantes qui souhaitent s'en emparer dans leur parcours pédagogique en classe. Alors, en effet, donc, ce qu'on propose aux professeurs, c'est une solution clé en main, donc avec la ressource numérique, qui va justement permettre aux enfants d'entendre
un accent natif, ce qui est primordial dans l'apprentissage de l'anglais. Et ça permet aussi de déculpabiliser les professeurs qui ont cette conscience du mal potentiel d'apposer la mauvaise prononciation dans l'oreille des enfants. En plus de ça, ça permet d'être vecteur de motivation, comme je le disais tout à l'heure, parce qu'on va casser la routine de l'apprentissage d'autres matières et permettre aux enfants de s'amuser en apprenant. Et on sait que les enfants apprennent beaucoup mieux lorsqu'ils s'amusent. En plus de ça, dans notre ressource qu'on intègre, c'est de la reconnaissance vocale. Donc, comme je vous le disais, les enfants vont pouvoir pratiquer l'oral de façon autonome, justement, en évitant d'être confrontés aussi au regard des autres, ce qui peut des fois être bloquant chez certains élèves. Et ça va leur permettre de pouvoir progresser à leur rythme. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on a toutes ces possibilités numériques qui peuvent justement permettre aux professeurs de se décharger aussi de cette matière qu'ils ne maîtrisent pas eux-mêmes. Et puis, ça peut permettre de le dispenser de façon homogène, finalement. Beaucoup de choses justement dans votre réponse, Julie, notamment le fait de se dire que il faut aussi à un moment donné dédramatiser l'oral dans une langue étrangère, oser parler dans cette langue justement et faire fi finalement du regard ou de l'écoute des autres, Nathanaël. Mais c'est toute la magie de l'online, du multimédia ou de l'internet en fait, peu importe. Ça vous permet de vous enregistrer, de vous écouter très facilement, alors que quand vous êtes dans une classe, vous ne vous écoutez jamais. Et la seule chose que vous entendez, c'est « Ah, ton accent, il n'est pas bon ». Et vous ne l'entendez même pas. Et donc, c'est particulièrement bloquant. On se dit, attendez, on est en train de me juger sur quelque chose que je ne maîtrise pas, que je n'entends pas, et je suis bien obligé de croire ce que les gens me disent. En général, on constate que quand les personnes s'écoutent, s'enregistrent, elles voient qu'il y a un problème à l'écoute. Il n'y a même pas besoin de reconnaissance vocale. On l'a, mais il n'y a même pas besoin. Vous le faites une deuxième fois, juste derrière, 15 secondes. Vous le faites une deuxième fois, c'est déjà beaucoup mieux. Et vous le faites une troisième fois, là vous dites, bon, finalement c'est bien. C'est intéressant aussi parce que ça nous permet d'ouvrir une page numérique et tech justement dans cette émission. Comment est-ce que les futures révolutions numériques dont on fait l'état notamment dans l'école du futur, comme le métaverse par exemple, est-ce qu'elles peuvent avoir un rôle à jouer justement dans l'apprentissage des langues? C'est intéressant parce que c'est un rapport de la Brookings Institution qui est intitulé « Un tout nouveau monde, l'éducation rencontre le métaverse » qui nous dit que oui, on pourrait exploiter ces possibles du virtuel, du Web 3, pour favoriser l'immersion linguistique, Nathanaël. Alors, le métaverse, on ne sait pas encore trop ce que c'est. Donc, il y avait des bribes au départ qui avaient été lancées il y a quelques années. Ça n'a pas vraiment accroché. Est-ce que c'était un problème de débit et autres? C'est bien possible, puisque le fondateur de Facebook a dit qui s'appelle maintenant Meta, a dit que ça pourrait vraiment prendre son ampleur que quand il y aurait de la 5G et autres. Donc, on verra. Aujourd'hui, fondamentalement, les solutions que nous avons, les solutions que Julie avait sur Internet ou sur iPad ou iPhone, s'en rapprochent. On est en train de préparer un cours qui va avoir lieu de façon bien structurée. Et je pense que fondamentalement, ce qui est important pour faire prendre confiance aux gens, c'est qu'un, comme je disais tout à l'heure, ils puissent s'enregistrer, mais que deux, ils savent qu'ils vont préparer le cours, ça va prendre quelques heures, ils vont préparer un cours, et quand ils vont aller en cours avec le professeur, ils vont être en tout petit groupe de 3 à 4 personnes qui auront toutes préparé le même cours, puisque comme je vous ai dit tout à l'heure, vous n'accédez pas à notre cours si vous n'avez pas fait votre préparation. Donc vous avez une garantie que tout le monde est exactement au même niveau, et je pense que pour débloquer la confiance, c'est clé. Bon, je ne suis pas sûre qu'on trouve une école dans le métavers tout de suite, mais quand même, c'est intéressant là aussi, Julie, parce que ça nous permet de remettre le point d'interrogation sur l'immersion linguistique. Alors, est-ce qu'on le fait en réalité virtuelle? Est-ce qu'on le fait en réalité augmentée? Est-ce qu'on le fait dans un métavers? En tout cas, être complètement immergé, même dans un système linguistique différent d'une autre, ça nous permet là aussi peut-être de débloquer ces problématiques, parfois ces freins à l'apprentissage d'une langue un peu plus facilement. Alors, ce qui est essentiel, à mon sens, c'est de multiplier les opportunités d'apprendre, donc que ce soit via des applications, via des cours en ligne ou des cours en réel.
les métaverses, pour le coup, ça peut être... je pense que c'est vraiment quelque chose à explorer parce que ça va permettre de créer des nouvelles expériences qui peuvent être très motivantes chez les petits, mais chez les grands aussi. Et on s'est rendu compte à quel point la gamification est une clé de succès à tout âge. Donc, ça peut être relativement intéressant on va dire, de plonger les petits comme les grands dans une expérience de métaverse avec cette idée d'être dans une immersion complète d'un nouveau monde qui nous ferait vivre une expérience linguistique. Nathanaël parle et c'est jouer aussi, c'est gamifier l'expérience pour là aussi pouvoir peut-être remettre de l'enjeu et de l'enjeu ludique dans ces formes d'apprentissage. Au moins pour motiver, pour ne pas donner l'impression qu'on est en cours. Il y a une autre, vous avez dit que vous avez fait le lycée international, donc vous avez eu des cours d'autres choses en anglais notamment. C'est une des solutions également. Vous prenez votre cours d'histoire en anglais, vous prenez votre cours d'éducation physique en anglais, vous prenez votre cours de maths en anglais, vous êtes en train de faire autre chose en anglais. Et ça marche. Ça a été prouvé. Et donc, une des méthodes que l'éducation nationale pourrait adopter, mais là encore, pour faire bouger l'éducation nationale, c'est quelque chose, c'est non pas un Erasmus des élèves, mais un Erasmus des profs. Et donc, on enverrait des profs français en Angleterre qui nous renverraient des profs anglais, 3 matières sur 8, donc c'est pas la majorité, mais là, vous avez des élèves qui parlent à la fin, qui parlent anglais. Très intéressant parce que j'allais en venir à cette question pour terminer cet épisode de l'école du futur. En effet, puisque on a des critiques visiblement à apporter aux professeurs aujourd'hui dans l'éducation nationale qui enseignent l'anglais, comment est-ce qu'on trouve des solutions pour eux? Alors j'imagine que vous allez leur conseiller de venir chez Wall Street English, mais pas que. L'Erasmus en effet des profs, ça peut être une solution intéressante. Est-ce qu'il y en a d'autres à votre avis à aborder? Alors, au niveau de l'école en tant que telle, on a déjà parlé des classes de niveau, donc de mettre les personnes par niveau. Bien entendu, des cours beaucoup plus, beaucoup moins nombreux, les élèves dans les cours. Donc là, il faut jouer avec l'online, forcément, parce que vous ne pouvez pas faire les deux. Et puis, je pense quand même que l'Erasmus des profs, enfin, on sait que l'Erasmus des profs fonctionnerait. L'éducation nationale a ce mérite. Elle a tout testé. Et elle sait que les cours en anglais, dans un cursus français sur d'autres matières, ça fonctionne. Simplement, c'est compliqué à étendre à toutes les classes. Et ça fait peut-être partie justement de cette école du futur, en effet, dont on brosse le portrait tous les jours ici. Julie, un Erasmus des profs, ça vous tente? Alors moi, je trouve ça fabuleux. Et je dirais que de l'expérience de ma sœur, ses enfants étaient en effet scolarisés au lycée français avec justement leur matière qui était dispensée de façon bilingue. Et on s'est rendu compte de quelle façon, en 1 an, ils ont appris l'anglais sans s'en rendre compte. Donc, en effet, une des clés de succès, une fois de plus, ça va être la formation des professeurs. Donc, soit en partant dans des pays anglophones, et pourquoi pas en faisant venir des professeurs d'Angleterre en France pour dispenser des matières fondamentales auprès des élèves. Je trouve l'idée très bonne. Je vais faire du très mauvais franglais parce que rendre finalement cet enseignement seamless, faire que justement ce soit assez fluide, ce soit totalement détaché de l'effort même d'apprentissage, c'est peut-être la clé justement de succès. Merci en tout cas Nathanaël et Julie d'avoir abordé cette question avec nous. On fait un tour du côté des idées évidemment et de la tech de Gaël Musquet tout de suite. Aujourd'hui, une chronique matériel libre avec le projet mondialement connu Arduino. Ce projet est né de collaboration de Massimo Benzi au cœur de l'Interaction Design Institute d'Ivrea, au nord de l'Italie. Et cette carte, souvent citée en modèle, là vous avez un petit modèle maker, a conquis le monde grâce à sa simplicité. Avant Arduino, on avait quelques cartes, quelques projets de prototypage qui sont basés sur Basic Stamp, les PIC, STM32, mais
on devait encore utiliser des fers à souder, graver des circuits imprimés, lire des notices de nombre incommensurable de composants électroniques différents. Ces composants sont parfois complexes et c'est peut-être difficile d'avoir des moyens rapides de prototyper et surtout de le faire de manière libre, à peu de coûts, et en utilisant des outils qui sont largement répandus et interopérables. Et c'est là qu'intervient Arduino, puisqu'en fait Arduino c'est la rencontre de développeurs logiciels et d'électroniciens qui veulent créer une plateforme pour tout le monde qui permette de prototyper rapidement du point de vue électronique. Une plateforme Arduino est composée de deux types d'éléments. Le premier élément, c'est cette petite carte qui va être en fait une carte avec un microcontrôleur, en l'occurrence un microcontrôleur Atmel 128, 328, qui est en fait un composant électronique qui va gérer des signaux électroniques. Alors on va avoir des entrées et sorties, donc des différentes broches qui vont permettre donc de connecter des composants, et ces composants peuvent être des capteurs, des lampes, des relais, des pompes, des moteurs, des servomoteurs, peu importe. Et en fait, ce microcontrôleur, son rôle, ça va être d'être programmé pour pouvoir faire des calculs, interpréter et modifier ces signaux électriques pour qu'ils puissent servir à un usage. La deuxième partie de la plateforme Arduino, c'est ce qu'on appelle une interface de programmation. Cette interface, en fait, c'est un logiciel qui va permettre de rédiger le code source, de le tester, de le corriger et ensuite de compiler ce code source pour l'envoyer sur les différents types de cartes Arduino. Il en existe des dizaines de modèles aujourd'hui. Et c'est ces deux articulations entre le logiciel et cette petite carte qui vont permettre à la plateforme d'Arduino de se répandre rapidement dans le monde. Alors Gaël, est-ce qu'on peut parler de low-tech quand on parle justement du projet Arduino? Arduino a permis vraiment de donner un essor au phénomène low-tech, puisque on a peut-être encore besoin d'un ordinateur pour rédiger le code source, mais un éditeur de texte suffit. Et une fois que ça s'est fait et que le code source a été compilé, il suffit juste de l'envoyer avec le logiciel qui va bien sur les différentes cartes. Et c'est là en fait où on se rend compte de la puissance de cette plateforme, c'est qu'elle va permettre, grâce à des composants qui sont vraiment minimalistes, de répondre juste à un usage et de réaliser juste des tâches définies. On utilise moins de composants électroniques, on utilise moins de matière et évidemment beaucoup moins d'énergie qu'un ordinateur complet qui devrait être utilisé pour ce type de tâches. Et pourquoi un tel engouement pour l'électronique? Alors le projet Arduino, pour moi, c'est vraiment le symbole de la liberté. En fait, ce qui permet d'avoir un tel engouement pour l'électronique, c'est que la liberté permet de laisser libre cours à son imagination et à la créativité. Et Arduino permet de passer justement rapidement d'une idée qu'on a eue à son prototype. Et on a vu naître, puisque les deux briques sont libres, la partie évidemment matérielle, mais aussi la partie logicielle, on a vu naître une multitude d'éditeurs, dont certains, par exemple, forme de blocs pour les enfants, avec la plateforme Scratch, par exemple, qui permet de se familiariser au développement informatique dès le plus jeune âge à l'école, et évidemment de progresser en fonction des niveaux scolaires et jusqu'au milieu universitaire, voire de la recherche, sur des tâches un peu plus complexes. Ces cartes Arduino sont utilisées dans tous les domaines aujourd'hui, industriels, l'industrie du spectacle, l'industrie de la musique. On a même vu naître des cartes qui sont optimisées pour pouvoir être cousues sur des vêtements, donc qui permettent en fait d'avoir des composants électroniques adaptés à l'industrie de la mode. On a vu aussi naître dans le monde médical. Ces cartes Arduino, on les a utilisées pour des prothèses, pour du suivi de constantes vitales. L'agriculture qui permet, grâce à cette plateforme, d'améliorer le suivi des constantes météorologiques, de capteurs, de vitesse de vent, de pluviométrie, et de pouvoir, on l'a vu sur de précédentes émissions, de pouvoir subvenir exactement au bon moment et en bonne quantité aux besoins en nutriments des plantes, jusqu'au spatial où certains satellites utilisent une partie en fait de ces prototypes qui ont été conçus grâce à Arduino. Bref, tous les
secteurs d'activité ont su s'approprier cet objet simple qui permet rapidement de mettre en œuvre ces idées et de le faire avec, bien sûr, plaisir de travailler en fait sur ces différents projets sous forme de communauté avec des étudiants, avec des enfants, des médecins. Et on est vraiment passé, grâce à Arduino, du monde du do-it-yourself, on fait soi-même dans son coin ces choses, au DIWO pour Do It With Others, donc où on arrive en manière communautaire à faire les choses ensemble. Merci infiniment Gaël Musquet, comme toujours. Vous l'avez compris, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à vous, Nathaniel Wright, président et fondateur du réseau Wall Street English en France, évidemment. Merci à vous, Julie Boucon, pour Oli, l'application, le beurre linguistique pour les 3-12 ans. Et on se retrouve très vite pour de prochaines aventures sur le plateau de l'École du Futur.